Ce générique qui obéit au doigt et à l'œil. That's what she said. Bonsoir. On est en live sur Twitch et sur YouTube pour cet épisode 43 de l'hebdo de Culture Club Sandwich, avec, en bonne compagnie, comme à chaque fois de toute façon, hein. Sinon je me taillerai des emmerdes avec les autres de l'équipe qui sont pas là. De toute façon, les autres, on les aime pas, et puis voilà. Un peu comme, je sais plus dans quel podcast ils disaient, c'est le jeudi pour les gens qui sont sur Patreon et le vendredi pour les autres. Genre la plèbe. Pour les pauvres. Donc vous avez entendu Elodie. Bonsoir. Il y a aussi Olivier. Salut. Et j'attends pour Sarah. Salut. Voilà. J'étais sympa, je t'ai pas mis Oui, dans la merde Vous avec la... nettoyez mes lunettes. Voilà. Bon. Vous ne voyez pas. Ah ben, voilà. J'ai perdu mes lunettes. Léon Zitrone sort de ce corps. Eh ben, tu rigoles, mais figure-toi que ces lunettes, je les ai perdues pendant mes vacances en Espagne à la cathédrale de Séville. Et que Léon Zitrone les a retrouvés. Léon Zitrone les a retrouvées. Il est d'ailleurs enterré à la cathédrale de Séville. Et il me les a envoyés par la poste. Incroyable. Voilà. Cette anecdote histoire. est vraie. Alors, c'était pas Léon Zitrone, c'était le mec du Airbnb, mais on me l'a Mais c'est vraiment quand même envoyé bien. par la poste. C'est quand même bien, parce que c'est vrai que t'aurais pu les Ouais, perdre. retrouver C'est mes bien chiant, quoi. Et n'oubliez pas que pour un petit rapport aux séries, Game of Thrones, ça n'a rien à voir. J'ai retrouvé ce montage photo il y a quelques temps. Je m'étais amusé avec ça. C'est con. Ça me fait toujours bien rire. C'est drôle. Voilà. Bon, par contre, ce soir, on a du ciné, x2, je pense que dans les recos. On a de la télé, enfin de la série. Il y a du jeu vidéo, mais il y a aussi plein d'autres choses. Et je vais reprendre le conducteur, histoire de ne pas me perdre trop. Et vu que, Olivier, tu as un truc qui s'appelle En Première Ligne, bah, je me suis dit, bah ça tombe bien, tu commences. Ouais, du coup, Voilà. je suis en première ligne du podcast. Exactement. Vaut mieux être en première ligne du podcast qu'en première ligne d'un hôpital. En Oui. première ligne, c'est en fait c'est un film de fiction, mais qui est absolument réaliste sur le travail de l'hôpital. Alors ça se passe en Suisse, mais le propos est le même dans tous les pays, c'est-à-dire que les infirmières sont en sous-effectif et galèrent toute la journée pour faire à la fois leurs soins et à la fois apporter le côté humain que les malades vont avoir besoin. Donc c'est un film qui a été réalisé par Petra Biondina Volpe. Je ne sais pas si je dis bien son nom. Mais c'est un... Je pourrais pas t'aider là-dessus. Et avec Léonie Bénèche, c'est un duo qui avait déjà travaillé ensemble sur le film précédent de Volpe qui était oh mince, le nom du film m'échappe, mais c'est pas grave, c'était un film qui était choc et ça se passait dans une école. C'était vraiment traité sous l'aspect thriller. C'était la prof, là, non? C'était l'histoire Oui, des c'est ça, profs ouais. en Allemagne. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est Et, joli. et donc moi c'était un film que j'avais déjà beaucoup aimé, qui m'avait vraiment stressé énormément. Et là, en première ligne, disons que c'est beaucoup moins fictionné que ce qu'elle avait pu faire dans son précédent film. Là, on est vraiment dans quelque chose, on est presque dans le naturalisme le plus complet, parce que les cas qu'elle a à gérer, en fait, c'est vraiment des cas normaux. Il n'y a pas du tout, on n'est pas comme dans The Pit où il va y avoir un amoncellement de cas un peu exceptionnels. Là, le but, c'est de montrer vraiment que même avec des cas totalement normaux, totalement presque simples, cette infirmière, elle est déjà débordée. Donc voilà, on va suivre le quotidien de cette infirmière. C'est un film qui, à mon avis, est quand même très important, puisque dans les médias, on parle tout le temps de chiffres, d'administratifs en ce qui concerne les infirmières et le personnel soignant.
Là, on voit que ça ne peut pas être que des chiffres, ça ne peut pas être que de la technique, ça ne peut pas être que du timing. Il faut aussi que ce personnel soignant puisse avoir du temps pour amener un côté humain, un côté rassurant et pouvoir s'occuper au mieux des malades. Donc, c'est un film simple, c'est un film qui n'en fait pas des caisses, mais qui est terriblement juste. On en sort. Alors moi, en plus, il s'est passé un truc pendant cette séance-là, c'est que il y avait une infirmière dans la salle qui a littéralement craqué pendant le film, qui est partie, qui s'est mise qui s'est effondrée en pleurs, et donc on lui a demandé comment ça allait et tout, et elle nous a dit mais moi en fait c'est ce que je vis tous les jours. Et c'est pour dire à quel point le film a résonné en elle, c'est que elle a pas réussi à supporter le choc de le voir sur le grand écran. Donc pour moi vraiment je suis sorti de là en me disant il faut vraiment que tout le monde voit ça, il faut absolument que tous les gens qui n'ont une vision que théorique de l'hôpital puissent voir ce genre de film pour essayer enfin de comprendre qu'il n'y a pas que l'économie et les chiffres pour faire marcher un hôpital, que l'aspect humain est tout aussi important et qu'il est trop souvent oublié. Donc vraiment, c'était un film éprouvant, mais Bah quand oui, même... tu m'étonnes. Ça fait peur. Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'il faut... Moi, je pars toujours du principe qu'il faut se confronter à ce genre de film, parce que le jour où on se retrouve hospitalisé, le jour où on se retrouve face à l'hôpital, c'est quand même intéressant de savoir quelles sont les coulisses, pourquoi ça dysfonctionne, et Mhm. je pense vraiment que on passe notre temps à se confronter à des serial killers, des machins et tout. Alors que normalement, globalement, ça va pas nous arriver. J'espère pour vous et pour moi. Mais en fait, on a du mal toujours à se concentrer, à se mettre face à quelque chose qui peut nous concerner à un moment donné. Moi, je pense qu'il faut le faire parce que c'est au moment où on est concerné, après c'est trop tard, quoi. Donc, ça donne une vision quand même qui est... Et franchement, on sort de la salle en se disant, mais oui, à l'hôpital, ayons de la considération pour ce personnel soignant. Ils galèrent, n'en rajoutons pas en étant en plus des gros connards. Ouais, je pense que ça, de toute façon, n'enlèvera quand même pas le fait qu'il y ait des gens qui sont des connards, peu importe s'ils le savent ou pas. Hein, ça, Ça, c'est sûr, mais bon, hein. Mais si on peut je- diminuer, effectivement, ce serait pas mal. ce serait pas mal. Après, même sans le Euh, savoir, hein, voilà, être un peu sympa avec les autres, c'est bien aussi. Ouais, mais moi je crois vraiment à l'ignorance. Enfin, je pense, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont des connards parce qu'ils sont ignorants. Et que, et je pense que déjà, si on enlevait cette ignorance, il y aurait peut-être 50% de connards en moins. Donc, ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal, effectivement. Donc voilà. Donc un film important qui n'a pas eu beaucoup de presse. Donc Bah oui, je trouve c'est pas... Marketingment parlant, c'est pas vendeur. non, c'est pas sexy. Mais on est La en plein salle des dedans. profs, c'était le premier La film. salle des profs, exactement. Qui était aussi Alors, un excellent film hein, pour le coup sur. Ah, c'était Sur les profs. flippant. Hein. Moi, Ouais. j'avais qu'une envie, c'est de pas être prof en sortant. Ouais. Bon, bah, ça, globalement, il n'y a pas besoin non plus d'aller voir le Bah, film. même en J'avais- rentrant, hein, de toute façon, mais. Ouais, j'avais pas beaucoup envie avant, Ouais, voilà. mais là, en sortant, je me suis dit, mais Non, c'est sûr, là, je veux pas. C'est vraiment, c'était ce film. Je pense que c'est un des films qui m'a le plus crispé de, de- des films de ces dernières années, quoi. Et donc, toi, tu as, voilà, comme une pièce, tu as deux faces. Tu as Ouais. le côté super sombre et puis le côté un peu plus ensoleillé. Bah ouais, il faut une fois qu'on est sorti de la salle, qu'on Ah est oui. bien déprimé, ben un petit épisode d'Acapulco, ça fait toujours du bien. Donc, mais sauf que c'est fini. Oui. Sauf que ça y est, on est arrivé au bout d'Acapulco, puisque la 4e saison qui vient d'être diffusée était la dernière. Ouais. Et alors la bonne nouvelle, c'est que du coup, on a une fin.
Tout à fait. Ça n'a pas tiré en longueur, ça n'a pas été chercher et rallonger la sauce. Voilà, c'est ça. On n'a pas du tout été... Moi, j'ai quand même eu un choc parce que je ne savais pas que c'était la fin de la série. Hein. On a regardé l'épisode hier. Je lui ai dit, ah bah tiens, on va pouvoir finir. Il nous reste 2 épisodes, on va pouvoir finir. Et du coup, quand c'est fini, le générique s'est lancé, je me suis levée pour aller dans la cuisine et me dire, ah mais en fait, c'est la fin de la série. Et j'étais, mais choc-barre quoi. J'étais dégoûtée. Je suis dégoûtée. J'aurais voulu une petite saison de plus pour développer encore quelques... Franchement, c'était une bonne fin. Je pense qu'il y avait encore des choses à développer. Mais il y avait moyen de faire encore un truc intéressant avec la suite. Oui, non, mais c'est sûr qu'Acapulco, donc on retrouve sur Apple TV+, c'est un bonbon, en fait, autant dans les couleurs que dans ce que ça peut raconter, les personnages, hein, et du premier épisode jusqu'au dernier. Hein. Voilà, là, je suis à jour aussi. Et bon, Elodie, je te pose pas la question, hein, parce que je vois que ça écrit toujours en retard. J'ai regardé que le premier épisode et j'ai pas aimé, voilà. D'accord. Bon, pourquoi pas. Ça manque de serial killer et de... Oui, j'allais dire, ça manque de pluie, de froid, de meurtre. Non, mais c'est que il y avait... Alors, du peu que je m'en souviens, parce que ça commence à remonter, mais en fait, moi, c'était pas mon style d'humour, même si c'est pas une série que drôle, mais je trouvais que ça tirait un peu sur le soap dans la manière de jouer et dans la mise en scène, et c'est pas du tout mon truc. Mais c'est même assumé, parce que c'est... Oui, c'est une série qui est absolument méta, c'est-à-dire qui joue globalement avec ça. Et il y a notamment je crois que c'est le dernier épisode, où il y a une scène justement comme ça, entre 2 frères, c'est dans le dernier épisode ou l'avant-dernier épisode, où il y a 2 frères qui s'engueulent, et ça devient une grosse scène de soap. De telenovelas. Ouais. Plutôt, ouais. Et donc tu voulais en parler pour en dire que c'est très très bien et... Oui, non, moi je trouve que c'est... En fait, moi justement, c'est vraiment le côté méta de la série qui m'a toujours le plus fait marrer c'est-à-dire qu'en fait c'est une histoire dans une histoire, c'est quelqu'un qui raconte une histoire, et en fait ce qui est intéressant, c'est que l'histoire qu'il nous raconte, elle est en partie vraie, mais elle est en partie fausse, parce que c'est quelqu'un qui aime raconter des histoires, mais qui les enjolive à l'extrême. Et du coup, en fait, on suit une histoire qu'on sait qu'elle n'est pas bonne. Et en fait, après ça, dans le présent, il joue avec ça aussi. Et ça, je trouve ça assez savoureux à suivre. Et en plus, c'est une série qui a réussi à développer, je pense, puisque ça se passe dans un hôtel, à Las Colinas, et qui est un personnage à part entière. Qui est un personnage, et en même temps, dans cet hôtel, il y a beaucoup de gens qui travaillent, et quasiment chaque personnage qui travaille dans cet hôtel est caractérisé. Et donc, ils ont réussi à nous faire aimer peut-être 20-25 personnages sur 4 saisons, sans qu'on ait l'impression que... non, sur 4 saisons. 4 saisons ? Ouais, il y a eu 4 saisons. Ah bon ? Oui. Je crois que et donc... et ça, c'est un tour de force scénaristique qui est assez fort, parce que vraiment, tous les personnages sont caractérisés, tous les personnages... On les aime, même ceux au début où on se dit lui il est un peu con, machin et tout. En fait, on finit par les aimer. Et on a vraiment une sympathie pour tous, quoi. Et en même temps, ça parle par moments, ça parle de sujets un peu plus graves. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une forme de comédie que je trouve déjà qui fait du bien en termes de couleurs, en termes de joie, dans une période quand même où tout ce qu'on nous montre à la télé c'est sombre, triste, facho et compagnie. Oui. Bon, ça fait du bien d'avoir des gens qui parlent mexicain, qui parlent anglais, qui parlent plein de langues, ça parle toutes les langues, c'est réjouissant à entendre. Et puis surtout, dans chaque épisode, il y a une reprise d'un hit rock des années 80 à la manière latino. Ouais. Et les morceaux existent. De quoi ? Les morceaux existent, sont disponibles sur Spotify. Tout à fait. Ce que je ne savais pas. Et franchement, c'est à mourir de rire à chaque fois que ce petit couple de chanteurs arrive. C'est vraiment. Mais il y avait eu de rumeurs, plaisir. Tu me confirmeras ou pas, Elodie, mais d'un spin-off sur eux deux d'ailleurs, je pense.
Mais Ça me dit rien. j'ai pas vu d'informations revenir là-dessus. Mais j'ai vu ça il y a quelques mois déjà, hein, donc Moi, je dis fake news. il y a des chances. Hein. Il y a des chances. Mais bon, voilà, encore une fois, Apple TV+, qui nous donne des choses très très sympathiques. Et celui-là, c'est vraiment un petit ovni dans les comédies douces amères qu'il peut y avoir sur Apple TV+, aussi, parce que là, l'amertume, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ouais. C'est- T'avais vu Jane the Virgin ou pas, Fred? Oui. Parce que du coup, on est vraiment dans la même... Moi, une des raisons pour laquelle j'avais regardé Acapulco, c'était aussi parce qu'on était 100% dans la même vibe que Jane the Mais Virgin. Où on un des était, producteurs, c'était derrière Zoé's Extraordinary Playlist aussi. Ouais, playlist. Ouais. Enfin voilà, c'est un peu la même mouvance dedans. Ah oui, puis il y a effectivement. la même narration, les mêmes voix quasiment, il y a un acteur en commun. Et ça aussi, c'était un petit bonbon, quoi. Enfin, je suis un peu deg de plus que ce soit fini. Je voulais encore un peu. Ouais, tu peux commencer Stick maintenant, du coup, avec Owen Wilson. Ah oui, c'est sorti, c'est vrai. Le truc sur le golf, là. Ouais. Ok. C'est drôle, mais c'est moins C'est doux. un sous Ted Lasso. Ok. Je dirais pas que c'est un sous-tête de l'assaut. C'est dans la même mouvance. Ouais. Ah ok. Ouais. Non, Eh ben, c'est pas- ça a pas démérité. J'ai pas encore eu l'occasion d'en parler, mais ça démérite pas du tout. Du tout. Alright. Elodie, toi de ton côté, tu n'as pas de récap de la semaine, Rien mais foutu tu de nous la amènes vers la Lune. Oh ouais, dis donc. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Hein. Ah non, à part Et puis, le... d'ailleurs, nous j'ai montrer emmené ta lune, Olivier. Tant que tu ne la montres pas, oui. Voilà. À part Le pervers. le cycliste qui fait de la trompette, qui marche sur la Lune, là. Hein? Oula. C'est pas la Lance, Lance Armstrong. C'est Louis Lance Armstrong Neil. Oh là là, vous faites des C'est nœuds le- au cerveau. là. Ah oui, ça fait On dirait beaucoup le personnage de Abbott Elementary qui confond les acteurs. C'est ça. Moi, je confonds tout le monde, moi. Donc, Moon. Alors, oui, Moon, c'est un film sorti en 2009, réalisé par Duncan Jones, le fils de David Bowie. Alors, pour les films, t'as aussi beaucoup de retard. Oh, si Enfin, peu. moi, Attends. la dernière fois, t'étais dans les années 70, je crois, la dernière fois. Là, par rapport, 60, par rapport au film dont je vais vous parler, elle est très en avance. Oui, bah vous voyez, hein. Et puis moi je dis, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs films. Donc voilà. Donc oui, Duncan Jones, le fils de David Bowie, mais surtout un vrai amoureux de SF. Je pense que ça vient pas de nulle part. Au casting, il y a essentiellement Sam Rockwell, qui est absolument magistral, et on a la voix uniquement de Kevin Spacey, qui incarne un robot d'assistance qui s'appelle Gertie. Et c'est à peu près tout, voilà, au casting. Pour le pitch, eh bien, on a Sam Bell qui est seul sur une base lunaire. Il est à la fin d'un contrat de 3 ans. Son job, c'est d'extraire de l'hélium-3 pour une grosse boîte énergétique. Et bon, ça roule pour lui, ou presque, jusqu'au jour où il commence à avoir des hallucinations, on va dire. Et il rencontre quelqu'un qu'il n'était pas censé croiser. Et c'est tout ce que je vais vous dire, parce que en fait, c'est un genre de film qui joue sur le mind game et qui a des retournements de situation à peu près toutes les 2 secondes. Et du coup, bah, je veux pas vous spoiler parce que ça vous gâcherait à peu près toute l'expérience du film. Petit détail qui a son importance, Moon, c'est vraiment du cinéma de science-fiction minimaliste. Ça a été tourné avec un tout petit budget, à peu près 5 millions de dollars, et pour de la SF, c'est vraiment très peu. Et pourtant, en fait, le résultat, c'est très élégant pour de la SF. Le cœur du film, c'est évidemment Sam Rockwell. Il est tout seul à l'écran 90% du temps. Et pourtant, bah, il nous accroche du début à la fin. Il joue plusieurs versions de lui-même, avec des nuances, avec de la colère, avec de l'émotion, avec du doute. C'est toujours très juste et c'est jamais dans la démonstration. Et puis l'autre personnage principal, c'est Gertie. C'est un espèce de petit robot avec une voix douce, presque bienveillante, avec la voix de Kevin Spacey qui arrive quand même à mettre un petit malaise, juste comme il faut. C'est un peu le HAL 9000, mais version nounou zen. Voilà, imaginez ce que vous voulez. Il est censé être gentil, mais moi je le trouve terrifiant. Visuellement, c'est une réussite. Le décor est très sobre, mais en fait, c'est un décor qui est fonctionnel et qui est très crédible. On est dans une espèce de... Enfin, c'est une base lunaire, quoi. Et en fait, on sent que ça a été réfléchi à la manière de... si on construisait une base lunaire qui est
voilà, un poste de travail, comment on la ferait. Et en fait, il n'y a rien de trop et tout ce qui est à l'écran est utile. Donc, on n'a pas vraiment besoin de débauche d'effets spéciaux pour que ça fonctionne. Et ça marche très bien pour montrer l'isolement et l'ennui et surtout la fragilité du personnage. Parce que dans le décor, en fait, il n'y a quasiment rien. C'est très blanc, c'est très vide. Et il est tout seul, ou quasiment. Donc c'est très angoissant. Hein. On a la musique de Clint Mansell qui est absolument géniale. C'est une partition qui est tout en retenue, qui est très mélancolique, qui est assez hypnotique. C'est très simple, mais ça sert vraiment une ambiance un peu angoissante, même si c'est pas vraiment le thème du film, mais ça met un malaise, quoi. Si on peut chipoter un peu, il y a un petit coup de mou au milieu du film. Ça ralentit un peu niveau rythme, mais c'est jamais gratuit. Ça sert l'ambiance. Un petit coup de moon. Un petit coup de moon. En fait, c'est pour jouer le côté solitude du personnage. Voilà, c'est pas un film d'action non plus, donc forcément, ça prend un peu son temps. Moon, en fait, c'est un film sur l'identité, sur la solitude, sur la mémoire, et même sur l'exploitation humaine. Et c'est pas un film qui vous prend par la main, ça vous laisse cogiter. On se demande si on est encore soi-même quand nos souvenirs sont fabriqués, si on peut toujours se faire confiance à soi-même, et est-ce que la vie elle a moins de valeur si elle est copier-coller. Bref, je vous en dis pas plus parce que je veux pas tout révéler non plus, mais en tout cas c'est un film qui veut faire réfléchir. Donc si vous aimez la science-fiction plutôt à la Solaris et les ambiances à la Ex Machina, ou si vous êtes du genre à apprécier les huis clos un peu métaphysiques, donc vous allez adorer le film. Par contre, si vous êtes là pour de la baston spatiale et du spectacle grand public, c'est peut-être pas le bon voyage. Mais honnêtement, Moon, c'est un film qui est vraiment très accessible pour que même les non-initiés à la SF y trouvent leur compte. Donc voilà, je vous le recommande parce que c'est vraiment un petit bijou. Il y a vraiment une performance d'acteur qui est assez dingue. La réalisation est hyper maîtrisée. Il y a une bande-son qui est assez envoûtante. Le scénario fait bosser le cerveau, mais sans surcharger. C'est vraiment un film qui, en tout cas, moi, m'a suivi pendant plusieurs jours et qui prouve que la science-fiction, ça peut être aussi intime qu'un petit journal intime de bord lunaire. Voilà. Je ne sais pas ce qui se raconte dans l'espace, mais j'imagine qu'ils doivent écrire des trucs parce qu'on doit se faire chier là-haut quand même. Voilà, donc c'est un film qui est intelligent, qui est émouvant, qui est très élégant dans sa forme, et c'est le genre de film qui fait du bien à la SF et qui donne un petit vertige existentiel. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, foncez. Si vous l'avez déjà vu, refoncez parce que ça se refuse jamais. J'ai oublié où est-ce qu'il était disponible par contre le film. Sur HBO Max, mais voilà. Que pendant 9 jours encore. Dépêchez-vous. Et j'ai vu, en fait, en regardant un peu ce que c'était, qu'apparemment il y a une suite, enfin en tout cas quelque chose qui est considéré comme une suite, Mute, qui est sur Netflix là, mais c'est Duncan Jones aussi, mais je vois pas en quoi c'est une suite, parce que quand je lis le pitch, on est à Berlin en 2052, donc... Et bon... Mais c'est considéré comme, voilà, selon Google, c'est... Ah, il y a Alexander Skarsgård dedans, je vais regarder. Il y a Paul Rudd, Justin Theroux, Sam Rockwell, Robert Michael Sheehan, et voilà. Donc, oui, un gros casting quand même. Ouais, voilà, c'est un film de 2018. Donc ça s'appelle Mute. Je regarde, effectivement, ça n'a aucun rapport. Mais bon, voilà. Si ça peut rassurer les gens quand même, tu disais, si vous aimez la SF à la Solaris, c'est quand même... c'est plus accessible. C'est quand même plus accessible que le Solaris. Non, je parlais plus dans le côté psychologique. Mais ça peut faire peur parce que Solaris, c'est compliqué. J'avoue. C'est quand même là, ça fait exploser le cerveau un peu. Là, on est quand même pas du tout dans du pur intellectuel, philosophique et tout. Hein. Ça reste quand même accessible et avec une histoire qui... Tu veux dire c'est moins chiant que Solaris? Elle a dit chiant. Et alors, c'est ce que j'allais dire. Pour la traduction, vous êtes tous en train de faire des détours. Oui. Tous ces détours pour dire que c'est chiant. Solaris. Non, mais il y a des gens qui trouvent Solaris chiant, oui. Et donc, si vous avez trouvé Solaris chiant, vous n'allez pas forcément trouver Moon chiant. C'est ça. Ouais, en fait, pour vous rassurer, à la fin de Moon, vous avez à peu près toutes les réponses à vos questions. C'est ça. Alors qu'à la fin de Solaris, on a plus de questions que quand on est rentré, j'imagine. C'est ça. Sur les réseaux sociaux, Sarah, tu mettras juste la phrase Solaris c'est chiant, Moon ça ne l'est pas. C'est très bon. Résumé.
Comme quoi, la lune est meilleure que le soleil. Oh, bagarre. C'est beau ça. Waouh. On va en faire des t-shirts. Toujours plus. Toujours plus, effectivement. Mais et alors, le problème, c'est que moi j'ai regardé le film juste avant le podcast, là, parce que j'ai vu que tu allais en parler, et comme j'ai vu que c'était sur HBO Max et que j'avais du temps, je me suis dit, tiens, je vais regarder ça, parce que je connais pas, j'avais même pas entendu parler du film, puisqu'il n'est absolument Monsieur pas a du sorti en temps. France. Et oui, monsieur a du temps, monsieur n'a pas de travail en ce moment. Donc, monsieur regarde des films. Il a bien. Et alors, moi, il y a un truc qui m'a frappé vraiment. Alors, je sais pas trop si je peux en parler parce que du coup, ça peut dévoiler un petit peu de. C'est dur, hein, de rien l'intrigue, dire sur le film. Mais enfin, ce qui est fou, c'est que c'est presque le scénario de Mickey 17 de Bong Joon-ho. Oui, c'est exactement. En fait, j'ai hésité à le dire, mais oui, c'est le même principe. Mais c'est exactement la même chose, mais avec seulement 2 personnes. Oui, voilà. C'est le principe de l'imprimante. Et le principe de The Alters, le jeu, donc. Oui, mais après, en fait, c'est-à-dire que non seulement... Alors, pareil, je veux pas spoiler, mais c'est pas juste le pitch, enfin, le concept de base qui est le même, c'est que la finalité est la même, en fait. Oui, c'est ça. Mais par contre, on n'obtient pas du tout le même genre de truc. Effectivement, quand tu dis, là, on obtient quelque chose de très introspectif, de très réflexif sur l'être humain, sur machin, alors que Mickey 17, c'était une grosse farce sur la lutte des classes. Et du coup, on part du même postulat, et même presque plus que du postulat, c'est-à-dire que l'agencement des péripéties au début est exactement la même, mais au final on obtient quelque chose de très différent. Donc, mais ouais. Je suis assez étonné qu'au moment de la sortie du film de Bong Joon-ho, personne n'ait parlé de ce film-là, parce que c'est pas très connu, Moon. Hein. Ah, mais à ce point-là, parce que là vraiment c'est. Moi je suis étonné que c'est pas parlé de Multiplicity avec Michael Keaton, mais après. C'est vrai. C'est pas très connu. Après, moi je l'avais vendu en direct ou DVD à l'époque. Chez France Télévisions. Alors déjà, imaginez devoir le pitcher à des clients sans devoir dévoiler quoi que ce soit. Mais ça avait été un énorme succès. En DVD, on en avait vendu des palanquets. Parce que rien que, à l'époque, Kevin Spacey plus Sam Rockwell, c'était... J'aime ce mot et les DTV cartonnaient encore en DVD. Ouais, mais tu vois, c'est pas resté dans l'imaginaire collectif. Ah non, pas du tout. Mais parce qu'il n'y a pas eu de sortie salle, et c'était une grosse déception qu'il n'y ait pas de sortie salle. En fait, ce qui est fou, c'est que moi, c'est surtout les journalistes, quoi. Enfin, tu vois, je me dis que les journalistes ciné n'aient pas du tout creusé le truc au moment de la sortie de Mikey 17, enfin, je trouve ça dingue, parce qu'il y a une telle similitude entre les deux films qu'on peut pas ne pas en parler. Enfin, c'est vrai. Après, je me suis pas posé la question de si à la base c'était adapté d'un roman de SF ou quoi. J'ai pas trouvé. Bon, après, le thème du clonage, c'est quand même... Oui. Voilà, c'est la base de la SF. mais bon, c'est vrai que là, il y a vraiment plus que ça comme similitude. Oui, c'est pas juste ça. Après, bon, voilà, Mickey 17, c'est vraiment la version grand spectacle. Oui, c'est une farce. Chose, mais effectivement, il y a peut-être une inspiration. Il y a quelque chose. Et je vais dire une dernière connerie avant de passer la parole à Sarah, mais est-ce que Is-17 c'est aussi une farce? Is-17 est une farce, mais originale. Oui. Bon, Sarah, toi, ta semaine, tu apparemment... Je prends la main. Oui, voilà, ton récap de la semaine. Question pour un champion. Ding. Qu'est-ce que je vais raconter, moi, pour mon petit récap? Alors, c'est mon récap de... Oui, il y a Love is Blind, j'ai vu dans ta liste. Pas mal de choses. Alors, Love is Blind France, il fallait que j'en parle à un moment donné. J'en ai beaucoup parlé sur mes réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui savent, je suis une grande fan de la licence Love is Blind France. Ceux qui ne connaissent pas le pitch, c'est une télé-réalité Netflix qui, en gros, met... en scène des couples qui veulent se marier et donc qui font dater des gens sans qu'ils ne se voient. Donc ils sont dans des espèces de capsules, ils se parlent, machin, pendant des heures et des heures, ils se datent tous les uns avec les autres, et puis ensuite les affinités se font, et à la fin ils se demandent en mariage, ensuite ils se rencontrent, et ils continuent le mariage, oui ou non, etc. Bref,
c'est un truc qui cartonne, on en est à plein de saisons aux États-Unis, il y a des couples qui perdurent, il y a des bébés qui sont nés de cette expérience et tout. Ça existe en Suède, au Japon. D'ailleurs, j'avais déjà parlé de la version japonaise sur le podcast. Et donc, la France était très attendue. Pour les gens qui suivent la licence, ils ont décidé de renommer ça pas du tout Love is Blind France, alors que dans tous les autres pays ça s'appelle comme ça, complètement débile, on ne sait pas pourquoi, puisque ça s'appelle l'amour à l'aveugle ou pour le meilleur pour l'aveugle, j'en sais rien. C'est pour le meilleur et et à l'aveugle. Pour le meilleur et à Ça l'aveugle. n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, franchement. Sachant que moi, mon Netflix, il est en anglais, donc en gros, ça Mais apparaît c'est comme Love ça is qu'ils Blind ont choisi France. le titre, en fait. Donc, Donc, oui, à ça n'a pas de l'aveugle. sens. À l'aveugle. Mais ça a été un tollé, hein, on comprend pas. Je pense que c'est une question de droit parce que on comprend pas pourquoi ils ont choisi ce mot. Bref, version française est sortie, donc là il reste encore 4 épisodes, donc on n'est pas encore à la fin. Et surtout dans Love is Blind, à la fin il y a un épisode de réunion parce que le cast et l'émission s'enregistrent 1 an auparavant. Et donc il y a en fait une émission de réunion qui fait un récap pour savoir où en sont les couples et tout. Donc là on ne sait pas. Ce qu'on sait et ce qui s'est passé sur la version française, alors déjà la version française a été adorée par l'international parce que en fait on a des candidats qui ont une moyenne d'âge d'à peu près 32-35 ans, là où sur les autres pays c'est beaucoup plus jeune, c'est aux États-Unis c'est la vingtaine, etc. Après les Américains sont cons, ils veulent se marier avant 28 ans, donc c'est autre chose. Mais il y avait beaucoup de diversité aussi dans notre... Enfin, le casting a été vraiment bien fait. Moi, à titre personnel... il y a pas mal de choses qui m'ont gênée. Alors je pense que le fait que ce soit des Français et que ce soit une grosse proximité avec le territoire et que ça peut être des gens que je croise dans la rue, j'étais très mal à l'aise par pas mal de choses. Genre à un moment, il y a une candidate qui chante une chanson, genre elle fait une déclaration à un gars et elle se met spontanément à chanter une chanson à travers le mur. Et j'avais envie de me flinguer, c'était hyper désagréable pour moi, vraiment j'étais mal à l'aise quoi. Sauf que si ça avait été un candidat américain, j'aurais été là genre oh mais c'est beaucoup trop mignon et tout. Donc ça, voilà, ce côté français, ouais je ne sais pas pourquoi, hein, c'est purement... Bah, c'est peut-être parce que t'es plus habitué que les Américains ils fassent du grand spectacle dans la vie ouais, privée, quoi. je Que sais pas, Français, les moins. Français pour moi, une meuf qui se met à chanter Alicia Keys pour son mec, en plus elle chantait pas très bien, c'était horrible, vraiment giga malaise. Et puis j'ai trouvé que ça manquait globalement beaucoup de bienveillance entre les femmes, entre les candidates. On est le seul pays où les nanas se sont descendues entre elles. Et ça, franchement, j'étais hyper déçue parce que, franchement... Alors, j'ai pas vu tous les autres Love is Blind, Elles ont trop notamment. regardé 4 mariages pour une lune de miel. Mais je sais pas, mais du coup, j'ai pas regardé Love is Blind Brésil, par exemple. Alors, du coup, peut-être Amérique du Sud, c'est un peu différent, mais sur la France, les meufs se sont vachement descendues. Et franchement, j'ai trouvé que ça renvoyait une image de notre pays dégueulasse à travers le monde, quoi. Parce que c'était plus de la compétition entre meufs que voilà. Donc du coup ça crée aussi des personnages qu'on a envie de détester. Kim, je pense à toi par exemple. Mais voilà, donc Love is Blind France, j'ai évidemment tout bingé, hein. Ils me font chier à toujours mettre les épisodes pas en même temps, donc moi j'ai envie de regarder tout d'un coup et d'oublier, de passer à autre chose, mais on est obligé d'attendre. Donc si vous avez envie un peu de télé-réalité sympa, et si vous avez vu les autres versions, regardez cette version-là, qui en plus est animée par Teddy Riner et sa meuf. Pourquoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici, lui? C'est un truc vraiment hyper chelou. En plus, il présente pas très très bien. Ensuite, j'ai vu Downton Abbey au cinéma. Je vais en parler rapidement. C'était censé être le grand final. Voilà, on est content de les voir. C'est toujours les mêmes personnages, sauf Lady, la grand-mère qui est morte. Donc voilà, RIP. Mais on est quand même heureux de retrouver un peu cette ambiance. Je crois que j'avais pas vu le 2 en fait. J'avais vu le premier film, mais je crois que j'avais pas vu le deuxième film. Et donc il y a plein de trucs que j'ai eu du mal à comprendre. Mais on est quand même content de retrouver cette petite ambiance de vieux anglais blancs, riches, nobles, voilà, qu'on est censé complètement détester, mais qu'on adore juste dans Downton Abbey. Et c'était quand même chouette. Et je voulais aussi parler rapidement de Mercredi, parce que j'ai vu du coup la nouvelle saison. J'attendais... alors, la précédente était pas mal, mais sans plus. Moi, en gros, si j'avais eu 15 ans, j'aurais été super heureuse, quoi. Pour moi, ça coche toutes les cases de la musique gothique, les fringues gothiques, les gothiques reviennent à la mode. Il y a la famille Addams, il y a Tim Burton. Honnêtement, je pense que si j'avais eu un esprit critique complètement pourri comme quand j'avais 12 ans, j'aurais été aux anges. Parce que Petite c'est clairement question. une série faite pour les ados. T'as dit Tim Burton. Est-ce que j'étais le seul à avoir appris avec la séparation qu'il était avec Monica Bellucci? Ah bah oui, Voilà. t'es le seul, ça fait un moment qu'il est avec Monica... Quoi ?
Mais alors, toi, on sait que t'es en retard Moi, sur je lis tout. pas People, excusez-moi. Bah, hein. là, franchement, Je lis j'étais là, pas je fais- People. Mais ça fait très longtemps qu'il est avec Monica Bellucci, oui. Ouais, bah, moi, j'ai appris qu'il l'était au moment de sa séparation. C'est Ouais, comme ouais. quand t'apprends Je que quelqu'un est mort, tu sais, je croyais qu'il était déjà mort. Je sais pas si on doit Désolé. commenter ça, parce que Monica Bellucci, je l'adore, c'est quand même la femme la plus belle au monde, mais entre Vincent Cassel et Tim Burton, on va commencer à se poser des questions sur ses goûts. Mais bon, les goûts et les couleurs, peut-être daltonienne, j'en sais rien. Et les daltoniens qui s'en prennent pour gratuite, quoi. Non, franchement. Peut-être elle voit en noir et blanc. Peut-être c'est possible ça. Oui. Donc voilà, donc mercredi, un peu déçu, c'était plan-plan. J'en attendais beaucoup trop. Il y avait Lady Gaga en plus. J'étais contente du personnage de Lady Gaga, mais j'aurais voulu qu'on la voie un peu plus. Elle a fait une chanson pour la série, c'était cool d'avoir une chanson en rap, j'étais contente. Mais voilà quoi. Ça aussi, c'est pour être un t-shirt ou un truc sur les réseaux. Bon, c'était sympa, il y a une chanson en rab. Bah oui. Mercredi. Voilà. Non, mais C'est limite, quand même un naufrage, je suis quand même plus excitée par le menu McDo qu'ils ont fait que j'ai envie de tester que par la série, tu vois. Donc, Bah, moi aussi. Ouais, complètement. Je pense que le menu McDo est bien meilleur. Mais sérieusement, s'il te plaît, Sarah, reprends cette phrase pour en faire un truc en story ou je sais pas quoi. Ouais, mercredi, Non, mais je suis plus en vrai, excité c'est pour vrai. le non, menu par McDo. contre, il y a un truc que je dois dire qui est quand même Oh, chouette, mon Dieu. c'est que toute l'ambiance un peu côté gothique et tout, Ouais. que ce soit dans les fringues, que ce soit dans... est quand même très bien respecté. Et ça, je dois reconnaître que Ouais. c'est... souvent le Dommage problème- qu'ils aient pas respecté la famille Adams, quoi. C'est souvent le problème avec beaucoup de séries sur Netflix, c'est que t'as un bel habillage, ils ont été chercher les trucs niveau univers, etc. Et puis en fait, derrière, c'est creux. C'est- Ouais, Moi- c'est... Moi, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est que je pensais que l'actrice, la Jenna Ortega. Ortega. Ortega, j'avais lu ses interviews après la diffusion de la première saison, Mhm. où en gros, je sentais qu'elle n'était pas satisfaite de l'orientation qui avait été prise par la série. Mhm. Sachant qu'à l'époque, elle n'était pas connue, donc du coup, elle pouvait pas imposer son point de vue. Du coup, je me suis dit, ah bah c'est bien, parce que moi, j'étais pas satisfait du tout non plus. Et, Je suis d'accord. et donc- Ah, c'est bien, et- elle est d'accord avec moi. et- Donc. bah, je me suis dit, elle va peut-être reprendre les choses en main et faire du personnage de mercredi le vrai personnage de mercredi. Bon, non, Non. ça l'est toujours pas. Il n'y a aucun personnage à part la chose qui ont rapport avec la famille Adams. Je ne sais pas pourquoi cette série s'appelle Mercredi. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait tourner ça autour de la famille Adams. Je pense qu'ils n'ont jamais vu la famille Adams, tout simplement. Et Après, moi perso, je suis pas hyper attachée. J'ai pas vu la série Les Valeurs de la famille Adams, j'ai pas vu les films, j'ai pas vu. J'ai vu juste le film là des années 90 quoi. Mhm. Je suis pas particulièrement attachée. Si c'est une réinterprétation, c'est une réinterprétation, mais du coup, c'est juste tout plat oui, quoi. mais Et en plus, il y a en fait- pas de différence avec la saison 1, c'est en fait, encore le même méchant. non, mais le Enfin, problème, c'est que tu fasses une réinterprétation, c'est pas ça le problème. C'est que là, que tu fasses une réinterprétation qui fait que il n'y a plus du tout aucun marqueur du truc. C'est comme si c'est comme si tu faisais une réinterprétation des frites, mais à la fin, t'as du poisson. Donc, Je crois que vous avez faim, non? Entre le McDo et... Non, on a mangé en plus exprès quoi. T'imagines si on n'avait pas bouffé? enfin, il y a un moment donné où quand t'as plus aucun marqueur, c'est-à-dire que Gomez Adams est un espèce enfin, c'est même pas un personnage. Morticia Adams a pas du tout une relation avec sa fille qui en fait, il y a pas cet esprit surréaliste de la famille Adams. C'est-à-dire que la famille Adams, c'est un truc qui est... Le principe de la famille Adams, c'est très bizarre, parce que c'est des gens qui ne parlent que de la mort, qui passent leur temps à faire des trucs qui ont rapport à la mort, mais qui sont mortels. Et donc, il y a une espèce de paradoxe dans tout ça, qui est totalement surréaliste, et ça, on n'a jamais. Et il y a une espèce de... Bah, il mange de des rats quoi. Il y a une espèce de gravité... Enfin, je veux dire... Encore un truc, un rapport avec la bouffe, tu me diras, mais en Mo- l'occurrence... Morticia Adams est d'une gravité pendant tout le truc, sans aucune once de second degré, alors que en fait, à partir du moment où il défie,
où le principe de cette famille, c'est de défier la mort perpétuellement, et cette gravité ne devrait pas exister. Donc pour moi, à partir du moment où tu loupes ça, Si seulement ils avaient demandé au gars qui avait fait les films, quoi. Grave. Ouais. Non, mais Oups. c'est surtout que. quelqu'un qui a de l'humour, ça aurait été... Bah, c'est ça, c'est que la famille Adams, à la base, c'est hyper drôle, quoi. Et moi, j'ai regardé que le premier épisode de Même le mercredi, dessin hein, ça animé m'a des gonflé. années. Mais oui, 90, enfin, c'est c'était beaucoup super d'humour drôle. noir, C'est vrai effectivement, que ça mais manque c'est ça manque très. d'humour. Mais parce qu'ils c'est ont très rendu, cartoon. ils l'ont rendu à la sauce Stranger Things, Riverdale. Ah, mais c'est ça, ils en ont Et fait ils en ont un fait une truc série lambda. teen. Ils ont fait Ils en ont une fait un. série teen Bon, à la une série Netflix. teen peut être drôle. Oui, mais à la Oui, oui. Netflix. Ah ouais, la Netflix, oui. Bon. Non, mais Ils savent pas faire de comédie, ils en ont Netflix. ils en ont fait une série lambda d'un truc qui n'a jamais été lambda. Donc pour moi, c'est vraiment tu pouvais faire, tu pouvais rendre lambda n'importe quoi, mais pas ça, quoi. C'est juste pas possible. Enfin, tu vois, même si on n'aime pas, la particularité du truc fait que tu ne peux pas rendre lambda ça, un tel truc, quoi. Enfin ça Enfin me bref, donc tout dépasse. ça pour dire que c'était pas génial et que, bon, je regarderai quand même la saison 3 parce que je me connais, mais vraiment, peut mieux faire, quoi. On va aller tester le menu McDo. Tu nous referas un retour Écoute, après. moi j'ai bien fait le Huggies, pourquoi pas. J'ai testé pour vous le menu McDo, et puis voilà. Ouais. Il y a un jouet au moins avec. Oui, il y a des jouets et il y a notamment la main en Trop petit jouet plutôt sympa. Donc ça, pour le coup, Ça, c'est chouette. Je dois dire qu'elle est très réussie dans la série. En fait, c'est une Oui. vraie main. C'est vrai. Heureusement qu'elle est là. D'accord. Mais elle Bon. fait pas de doigt d'honneur. J'aurais voulu. Ah. Mais elle peut pas, sinon elle tombe. C'est vrai aussi. J'essaye de... On est tous en train de Si, faire des doigts elle peut, d'honneur. parce qu'elle peut se poser sur son poignet, parce que des fois elle est comme Ah ça oui, et elle sur part. son C'est moignon. vrai. Elle Oui, il peut faut faire qu'elle ça. saute. Bon. Ok. Bon, C'est tout pour moi. Merci. Du côté rigolo, moi, je vais me placer là avec ma recommandation de la semaine, même si je ne l'ai pas terminée. Bon, parce que sinon, j'en avais encore pour quelques semaines avant de vous en parler. Là, j'ai quand même pas mal joué à Borderlands 4. C'est d'ailleurs pour ça, Elodie, qui m'a bien taillé la semaine dernière, dès les premières secondes, je n'étais pas là. C'est parce qu'en fait, j'avais rien à raconter. Pourquoi ? Parce que je me dis, il faut que je joue un peu plus à Borderlands 4 pour pouvoir en parler assez rapidement. Parce que, en fait, déjà, en résumé, c'est vachement cool ce 4. Parce que moi, je suis un grand fan depuis le début. J'ai fait absolument tous les jeux de la série, hein, les pré-sequels, même les jeux de façon point and click. Le 3, je l'avais terminé complètement tous les DLC ici en début d'année. J'avais mis un peu de temps. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. C'est quand même des dizaines et des dizaines d'heures, presque des centaines d'heures d'ailleurs. Et voilà, le 3, moi j'étais super fan du 2, de son écriture, de son univers, etc., qui était vraiment très drôle, très, très grinçant et bien critique d'une société globale. Et la 3e, en fait, ils étaient tombés dans un truc, oui, on te fait une critique des streamers et des influenceurs, mais en gros, ça tourne très vite au pipi, caca, prout. J'ai rien contre le pipi, caca, prout, mais quand il y a que ça, c'est un peu dommage. Donc j'avais un peu peur de ça pour le 4. Et en fait, non. Dès le départ, on a un méchant qui fait vraiment peur. Contrairement aux deux frères et sœurs jumeaux qui étaient des streamers et qui voulaient juste tout choper pour mettre sur leur live. C'est un peu très con comme base. On a surtout aussi beaucoup de changements au niveau du gameplay parce que c'est un jeu qui date de maintenant plus de 15 ans, le tout premier, et les 3 premiers, ils avaient un peu évolué ça et là, mais c'était pas non plus le grand choc. Ici, le premier truc, c'est que au lieu d'avoir des zones séparées ou des espèces de mini-zones séparées sur vaguement des planètes pour dire c'est normal que ce soit pas plus grand, c'est qu'on fait qu'une seule zone sur une planète. Là, on est que sur une seule planète, ça s'appelle Kairos. Donc déjà, on n'est plus sur Pandora comme dans le 1, 2, 3. Donc on est parti sur un autre type d'univers, un autre type de personnages, de bestiaires, de plein de choses. Et en fait, c'est une carte open world totale
qui est gigantesque. C'est un des premiers trucs qui, moi, m'a vraiment choqué dès que j'ai lancé le jeu, c'est que je me retrouve devant des vallées et des plaines où je me dis, pouah, je sais pas où je dois aller. Je sais vraiment quel pas. enfer. Je sais pas où je dois aller. Et en fait, C'est- pour très, moi, c'est très la vite, la définition de l'enfer, quoi. très vite, tu sais où tu dois aller. T'as beaucoup de choses à te balader, t'as une cible, t'as des points sur la carte où tu dois aller, t'as des gens à rencontrer. Donc c'est très grand, mais c'est pas non plus grand et vide. C'est qu'il y a toujours un truc que tu peux croiser sur ton chemin. Et c'est ça que j'ai trouvé très très cool, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde ouvert où en gros tu vas d'un point A à un point B, hein, coucou Ubisoft, hein, je ne pense pas du tout à toi. Tu vas d'un point A à un point B, mais sur tout le chemin il se passe rien. T'as rien qui t'arrêterait sur ton chemin. Ici, si, c'est le cas. Des choses très drôles, notamment, j'étais dans une mission assez sympathique où il fallait que j'aide un gars à faire de la piquette et de l'eau de vie, parce que les gens le demandaient, et voilà. Et en chemin, je suis tombé sur une autre quête où, en gros, c'est une bombe, donc l'objet, hein, la bombe, qui était déprimée parce qu'elle n'avait pas explosé. Et en fait, elle te demandait de l'aide parce qu'en fait, elle a pas fait le boulot pour lequel elle était faite, et elle comprend pas pourquoi. Mais il y a personne qui vraiment la comprend. Et toi, elle dit, ah, tu m'entends, t'es la première à m'entendre, t'es le premier à m'entendre, c'est génial, tu vas pouvoir m'aider. Et en fait, elle était coincée dans un village où en gros tout le monde l'avait pris pour une espèce de déesse, et tout le monde était venu leur parler. Et alors elle te raconte qu'en fait il y a des gens qui parlaient de leurs femmes, de leurs problèmes, des problèmes psychiques et tout ça. Et vraiment c'était devenu une espèce de DS un peu au milieu, et je me dis c'était complètement fou, parce que tu vas vraiment passer d'un gars qui te dit tiens, on va faire de l'eau de vie pour que les gens qui sont là-bas soient bien bourrés et c'est cool, à un truc un peu plus métaphysique où en fait t'as une bombe qui n'a pas réussi à faire son boulot et tu vas l'aider à exploser. Et c'est déjà là-dessus niveau écriture, parce que j'essaie de pas non plus spoiler le scénario de base. On a 4 personnages qui sont nouveaux. On a toujours eu des personnages nouveaux, mais surtout des classes de personnages nouvelles, avec de nouveaux pouvoirs, de nouvelles spécialités. Il y a toujours un peu le côté, un peu comme dans Donjons et Dragons, hein, t'as vraiment l'espèce de chevalier, puis t'as le magicien, t'as celui qui va plutôt travailler sur le soin, etc. Et tous les personnages, ils sont tous très très cool. Je sais très bien que je vais devoir leur recommencer 4 fois le jeu, parce que il n'y en a pas un où je me suis dit oh non, celui-là je le ferai pas. Tous, j'ai eu du mal à choisir. J'ai pris finalement le gros viking bourrin, parce que je me suis dit, tant qu'à commencer, autant taper sur la gueule à tout le monde, c'est cool. Et c'est cool. Et par rapport au voyage... Ça te correspond bien en plus. De toute façon, dans les Borderlands, tu regarderais... C'est exactement ce qu'on pense en te voyant. Ah ouais, totalement. Mais en fait, tu regarderais mes personnages dans tous les Borderlands, c'était le gars bourrin. Parce que je trouve ça rigolo. Tu peux frapper sur tout le monde. Mais l'autre truc qui est assez cool, c'est que même si le monde est très vaste, en fait, tu vas avoir très vite une espèce de véhicule qui est une moto que tu peux faire apparaître à n'importe quel moment. Contrairement aux 3 premiers épisodes où en fait tu devais aller dans un garage pour faire apparaître une voiture, etc. Machin, tu pouvais le faire qu'à certains endroits. Là, en gros, tu le fais à la volée. Et donc, ça te permet de pouvoir rallier les points assez rapidement, parce que bon, oui, c'est grand, donc tu peux mettre des minutes et des minutes et des minutes à arriver si tu y es à pied, quoi. D'autant plus que si tu, comme moi, tu t'arrêtes toutes les 5 minutes parce que tu as vu un truc qui brillait sur le côté, ouais, t'as pas fini. C'est un peu pour ça que je mets du temps à faire le jeu, c'est qu'il y a tellement de choses partout. Tu peux le faire en ligne droite et ne faire que la quête principale et aller d'un point, voilà. Mais ce qui est le plus fun, en fait, dans ce jeu-là, comme dans les autres, c'est l'histoire est sympa, la principale, mais ce qui est le plus drôle, c'est tous les trucs sur les côtés qui rendent le tout vivant et très très drôle. Il y a aussi beaucoup de changements dans les mouvements. Tu pouvais toujours sauter, etc. Mais maintenant, tu as un grappin. Donc le jeu, en plus d'être très vaste, très grand, il te fait travailler vers la hauteur aussi. Ça c'est assez cool, et ça te rend le jeu beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide, et comme dans les autres, t'as des milliards d'armes. Oui, réellement des milliards d'armes. En fait, t'as tout ce que tu as. En fait, elles sont générées de façon un peu aléatoire, avec des capacités différentes. C'est à toi de dire, je prends celle-là et je prends pas l'autre. Tu peux en activer plusieurs, des pouvoirs aussi. Et en plus de ça, maintenant, tu peux plus ou moins créer tes propres armes, en fait, mélanger des capacités d'une avec une autre pour t'en refaire une autre. Donc finalement, c'est quasiment infini. Et un truc qui m'a toujours fait rire, et qui est encore dedans, tu as encore la blague de l'arme qui tire des armes.
Donc ça, je vous conseille à regarder sur YouTube les vidéos des armes qui tirent des armes sur Borderlands. Tu vois les flingues partir et commencer à crier dans tous les sens comme des tarés. Ça me fait pleurer de rire. Ça, et Claptrap, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui est un robot le plus cringe et le plus ennuyant au monde, mais tu peux pas ne pas l'aimer en fait. Et si jamais vraiment tu ne l'aimes pas, dans les options, il y a une possibilité de baisser le son que de Claptrap. On sait qu'il est chiant, on vous laisse la possibilité. Ils le savent qu'en fait, il y a des gens, ils le trouvent chiant parce qu'il te raconte vraiment tout et n'importe quoi. Même tu peux tomber sur des trucs vraiment très cringe et très bizarres, où tu vois un Claptrap en maillot, en espèce de bikini, c'est un peu bizarre. Mais si tu fouilles un peu partout, en fait, tu passes des heures à juste absolument rigoler et pleurer de rire. Et là, j'ai pas terminé, je suis quoi, peut-être un bon quart du jeu. J'en ai déjà pour une petite quinzaine d'heures. Donc je suis loin d'avoir terminé. Mais je m'éclate comme jamais je me suis éclaté sur un Borderlands depuis le 2 et surtout les DLC du 2. C'est là où ça a vraiment pris un tournant et là ils ont réussi à faire encore mieux. Ça se joue sur PC, Xbox, PlayStation 5. Je crois qu'il y a une version Switch 2 qui est prévue, mais je ne pense pas qu'elle soit encore sortie. Et tu peux jouer donc tout seul ou jusque 4. Donc tu peux jouer en coop et ça c'est aussi très drôle. Et c'est un des rares jeux qui te permet de jouer en coop encore en écran splitté sur la même télé. Et ça c'est assez rare pour le noter. Voilà. Et tu peux jouer sans avoir joué aussi au précédent, j'imagine. Oui, parce que globalement tu auras de très 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 légers clins d'œil. Parce que genre Claptrap tu le connais, voilà. Ou le style de jeu tu le connais. Mais vu que tu pars sur une nouvelle planète, avec de nouveaux personnages, avec un nouveau lore, etc., tu vas rien rater. Tu auras peut-être un clin d'œil ou l'autre. D'ailleurs, il y a un truc spécial qu'il faut faire. Il y a un endroit sur une espèce de plage. Si tu te mets à un bon moment, un bon endroit, et que tu attends un petit peu, il y a un espèce de théâtre qui sort de l'eau et qui te raconte en fait l'histoire des autres Borderlands, mais en espèce d'animatronique. Sorti de nulle part. Ah ouais, c'est fun. C'est franchement, je suis tombé là-dessus, je fais mais c'est quoi ce bordel? Mais globalement, si t'as jamais joué aux autres, tu peux très bien y aller sans souci. Okay. Franchement. Et alors, autre truc qui change par rapport aux autres aussi, c'est qu'il y a la gestion dynamique du jour et de la nuit et de la météo. Donc, ça peut paraître con comme ça. Tu glisses quand il pleut. Exactement. Et tu vois moins bien pour viser avec les snipers quand il pleut ou quand il fait la nuit. Et voilà, donc... c'est des trucs tout cons comme ça, qu'il y a beaucoup d'autres jeux qui l'ont depuis longtemps, mais quand t'as fait j'allais dire les 3 autres jeux, mais en fait tous les autres jeux qu'il y avait derrière, tu te dis, ça rajoute quand même quelque chose à cet univers-là, quoi. Et voilà, c'est très drôle. Le seul truc qui est pas drôle, c'est le patron du studio qui est un bon gros connard, donc c'est un peu dommage. Et sur PC, c'est très mal optimisé. 2K, ouais, Gearbox Software. Take-Two, ouais. Non, 2K, pas Take-Two. Ouais, mais 2K, ça appartient à Take-Two. Non, il me semble. Je pense que c'est l'inverse. Mais faut que je vérifie. Qui ressemble. Hein. Oui. Je vous amène mon expertise. Je vais leur vérifier parce que d'un coup, j'ai un doute. Take-Two Interactive, oui, et puis 2K dedans. Oui, voilà, oui, c'est dans ce sens-là, ouais. Effectivement, voilà. Et et puis alors c'est Gearbox Interactive et le Randy Pitchford qui est le boss du studio. Les dernières fois qu'il est sorti, c'est à chaque fois pour dire une connerie plus grosse que lui. C'est un pauvre connard. Il y a des gens qui râlent parce que le jeu est très mal optimisé sur PC, ce qui est vrai. Et alors il a répondu, faites-vous votre jeu vous-même, ou si vous n'êtes pas content, faites-vous rembourser par Steam. Voilà. C'est sympa. C'est le mec, voilà. C'est dommage. Mais le jeu ne reflète pas sa personnalité à lui. C'est ça qui est cool. Faut bien le noter. Faut bien le noter. Et puis, dernier point, oui, la VF est toujours aussi excellente. Hein. C'est toujours des grands noms qui sont dedans. Donc, foncez.
Je vérifie, je pense que là c'est toi, Olivier, avec David. Hein. David Swimmer. Eh oui, non, pas grand-chose à voir. Pas grand-chose à voir parce que je vais vous emmener dans les années 60, en 68 très exactement, et je vais vous parler de cinéma surréaliste. Alors ça fait un peu peur comme ça, mais effectivement, le film dont je vous parle, dont je vais vous parler, ça s'appelle The Swimmer. En français, alors j'ai découvert après l'avoir vu qu'il y avait un titre français qui s'appelle Le Plongeon. Donc si vous avez besoin de le chercher en DVD, cherchez plutôt Le Plongeon plutôt que The Swimmer. Euh, et c'est un film qui a été réalisé en grande partie par Frank Perry, que je ne connaissais pas. Et certaines scènes ont été tournées par Sidney Pollack, que je connaissais beaucoup plus. Et pourtant, il n'a pas été crédité au générique. En fait, il y a eu un problème de choix artistique entre Frank Perry et le studio. Et donc, du coup, Frank Perry est parti. Sidney Pollack a retourné quelques scènes que le studio voulait retourner. Donc, voilà pourquoi Sidney Pollack a participé à la réalisation du film. La tête d'affiche, l'acteur le plus connu, c'est celui qui joue le rôle principal, et c'est Burt Lancaster qui est à l'affiche. Il joue le rôle de Ned, qui est un cadre d'une agence publicitaire qui débarque à l'improviste. Alors le film commence comme ça, c'est Ned qui débarque à l'improviste, tout bronzé en maillot de bain, dans le jardin de ses amis et voisins. Qui sont voilà, ils sont dans une banlieue chic du Connecticut, et donc voilà, ils débarquent ça a l'air de choquer personne, donc on se dit tiens, c'est étrange de le voir débarquer en maillot de bain. Et donc il est en train d'écouter les récits de ses voisins qui sont en train de raconter une soirée très arrosée la veille. Et en fait, pendant ce temps-là, lui, il est en train de regarder au loin, et puis il s'aperçoit que en fait, toutes les piscines de tous ses voisins forment un espèce de chemin, forment comme une rivière qui peut le ramener chez lui. Et donc, il décide de passer de piscine en piscine pour rentrer chez lui. Et donc, il saute dans la piscine de ses amis et il se retrouve dans la piscine des voisins de ses amis. Et comme ça, ainsi de suite, il va rentrer à sa maison en passant de piscine en piscine et en rencontrant des voisins, des anciennes amantes, des anciens amis, des amis, beaucoup de gens qui ont des raisons de lui en vouloir. Et tout ça en restant absolument 100% du film en moule bite et torse nu. Donc Que des on le bons voit. arguments. Ouais, on le voit, à un moment donné, il arrive au milieu d'une réception. C'est pas un duo comique, ça, Moulbit et torse nu? Ça pourrait. C'est avec Patrick Sébastien en guest star. Et, Et de Patrick Timsit. et par exemple, à un moment donné, il se retrouve au milieu d'une réception où tout le monde est en costard et lui, il est en moule bite et visiblement, ça ne choque personne. Donc, et puis, déjà, c'est pareil, c'est que personne n'est choqué de le voir arriver dans sa piscine alors qu'il débarque comme ça. Donc voilà, donc je vous parlais de cinéma surréaliste et c'est vrai que le postulat de départ du film l'est totalement. Euh, Après, alors personnellement, moi, j'avais rien entendu ni lu à propos de ce film. Je l'avais noté dans ma watchlist, mais je sais absolument plus pourquoi et comment j'en avais entendu parler. Et du coup, c'est vrai que face à ça, je me suis retrouvé les premières minutes en me demandant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que le principe de base est totalement what the fuck. Mais et je suis pas un grand fan de surréalisme. C'est-à-dire que le surréalisme pour le surréalisme, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc au départ, je me suis dit vraiment, waouh, ça va être long. Le film dure pas longtemps, il dure 1 heure et demie. Mais si c'est comme ça tout le temps, ça va être bizarre. Sauf que ce surréalisme n'est vraiment un surréalisme que de façade en fait. C'est avant tout en fait une manière de parler de la haute bourgeoisie américaine qui est complètement déconnecté, qui vit dans une espèce d'entre-soi consanguin totalement dévastateur. Et c'est une
bourgeoisie qui ne s'en rend pas compte mais perd le sens des valeurs, qui ne semble plus du tout avoir conscience en fait d'elle-même et de son rapport au monde, qui vit entre elles en fait. Et là tout d'un coup, une fois que j'ai compris ça, en fait le film a pris un aspect beaucoup plus concret et surtout beaucoup plus intemporel, puisque finalement il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis les années 60. Euh, et finalement, alors moi cette semaine j'avais prévu de vous parler de musique, mais j'ai vu le film cette semaine et vraiment c'est un film qui m'a interpellé et pour lequel j'ai eu pas mal de pensées après. Et parce qu'une fois que j'ai dépassé en fait ce moment de doute lié à ce côté surréaliste dont on n'a plus tellement l'habitude en fait dans la fiction, et ben en fait j'ai eu vraiment le sentiment de me retrouver dans un bouquin de Francis Scott Fitzgerald, qui est un de mes auteurs favoris, et en plus illustré par des images qui auraient pu sortir tout droit des tableaux d'Edward Hopper ou de David Hockney. Je pense notamment à The Bigger Splash de David Hockney. Euh, et je pense notamment à un plan à un moment donné d'un petit garçon qui est assis sur les bords d'une piscine qui est complètement vide et un peu sale, et qui est construit vraiment comme un tableau qui a une construction vraiment très picturale, et un tableau qui est hautement symbolique puisque c'est vraiment le côté la nouvelle génération qui regarde, qui voit la décadence et la chute de la précédente. Donc, euh, donc voilà, c'est un film qui dresse un portrait au vitriol d'une caste à travers ce personnage qui finalement est pathétique, qui a priori tout pour être heureux, qui est beau, qui est athlétique, qui est riche, qui a 2 filles, qui a une femme, qui a un bon métier. Le mec, il est sûr de lui, il est confiant, il est en pleine forme, il a un beau sourire, tout va bien. Sauf qu'en fait, cette carapace, bah, au fur et à mesure des rencontres, elle va se fissurer petit à petit. On va s'apercevoir que grâce à ses voisins, grâce aux gens qu'il va rencontrer, que finalement c'est un mec qui est assez égoïste, c'est un mec qui est assez inconscient, qui est un gars un peu frivole, enfin même beaucoup, très frivole, qui est trompeur, qui va pas hésiter à trahir. Et vraiment, moi j'ai eu le sentiment de voir Mad Men avant l'heure en fait. C'est de Mad Men en fait, il y a une expression qui est sortie, qui est le syndrome de Don Draper. Et j'ai l'impression en voyant ce film de voir une autre forme du syndrome de Don Draper, et d'avoir vraiment celui qui dissimule son véritable soi derrière un bouclier de confiance et de masculinité, oui, exacerbée. Donc voilà, et donc ça on le comprend à travers le film. Il est construit par scénettes, donc chaque piscine amenant une situation différente, qui va être soit amusante, qui va être soit cruelle, qui va être soit gênante, qui va être un peu pathétique aussi pour lui par moment, qui peut être émotionnel aussi. Et par exemple, on passe de la réception bourgeoise dont je vous parlais tout à l'heure à une confrontation avec son ancienne amante, en passant par un vieux couple de naturistes qui sont tout nus dans leur jardin et qui sont très drôles, et en passant aussi par la rencontre du petit garçon dont je vous parlais, dont la piscine est vide parce que en fait ses parents craignent qu'il se noie, et donc plutôt que de lui apprendre à nager, ils préfèrent vider la piscine. Euh, voilà, je trouve que les dialogues sont très bien écrits, s'adaptent vraiment bien à chaque situation, et ils sont acerbes souvent, ils sont touchants quand il le faut. Par exemple, justement, dans la scène du petit garçon, qui est vraiment l'une des scènes que je préfère dans le film, il y a un dialogue que je trouve très beau où Ned voit le garçon qui sautille sur le plongeoir devant la piscine vide, et du coup, il a peur que le petit garçon saute et se fasse mal. Et donc il lui dit attention, attention, attention. Et le garçon le regarde et lui dit vraiment de manière très calme, il dit mais il faut pas avoir peur, il n'y a pas d'eau, je peux pas me noyer. Et, C'est pas faux. et voilà, je trouve qu'en une phrase, il y a toute l'innocence de l'enfance qui rajaillit et qui contraste avec cet adulte qui est trop adulte en fait, et qui voit les dangers partout, et qui voit pas l'amusement, qui voit pas voilà, c'est un tout petit détail, mais je trouve que c'est assez symptomatique de ce film qui va s'aider de ce genre de petites choses, de petits détails pour raccrocher le spectateur malgré son concept qui est
un peu, voire très tiré par les cheveux, quoi. C'est-à-dire que ça ramène du réel dans quelque chose qui est totalement irréel. Et voilà, je vous dis pas ce qui se passe à la fin, mais je peux juste vous dire qu'elle est pas tendre du tout avec notre héros, entre guillemets, notre anti-héros presque. Et surtout, c'est une fin qui offre une autre perspective de tout le voyage qu'on vient d'effectuer à travers ces piscines. Tout d'un coup, on a une vision beaucoup plus sombre, beaucoup plus grave, et qui clôt en fait le film sur une note assez pessimiste quant à la capacité de cette caste, qui est la haute bourgeoisie américaine, à accepter la réalité, une réalité qui lui convient pas, et du coup il la change, quoi. Et ça, bah, en fait, c'est exactement ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Donc c'est là où ce film de 1968, je trouve, a une résonance vraiment forte avec l'Amérique d'aujourd'hui, quoi. Donc voilà, c'était vraiment, enfin moi c'est un film qui m'a pris vraiment par surprise. Je m'attendais pas à ça, et j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans. Je dois l'avouer, mais une fois que j'étais dedans, franchement, j'ai trouvé ça. Il a fallu que tu te mouilles la nuque un peu. Pardon? Il a fallu que tu te mouilles la nuque un peu. Ouais, exactement. C'était l'eau était fraîche, mais une fois que j'étais dedans, elle était bonne. Titre. Donc vraiment, c'est un film que je vous conseille parce que c'est quelque chose. C'est vraiment le type de film qu'on ne voit plus maintenant. Et je trouve que c'est un film qui a beaucoup de choses à dire et qui le dit avec d'une manière très originale et très douce. Et comme tu parles de l'Amérique, je viens juste d'apprendre que Jimmy Kimmel revient à partir de mardi sur ABC, et ils ont fini par craquer. Bon, il a fallu quand même perdre 4 milliards de dollars en actions avant de... voilà. Mais bon, ils viennent de l'annoncer. Eh ben, c'est bien. On va voir la réaction de ce cher Donald. C'est Il cool. va pleurer comme un bébé dans son coin. Tu parles, il va dire qu'il est pas drôle, qu'il a pas de talent, et puis il va refaire. Non, il va en juste sorte dire, qu'il- c'est qu'il bien, ma tentative de diversion a fonctionné suffisamment longtemps. Voilà. En parlant de tout ça, Mobland. Ah, mon petit coup de cœur de l'été. Je vais vous parler de Mobland, du coup, une série de mafia que j'ai découvert cet été sur Paramount+, qui a été réalisée en partie par Guy Ritchie. Alors, quand on dit Guy Ritchie, on pense tout de suite à Snatch, des dialogues bien percutants qui claquent, une ambiance assez sombre et stylée. Alors, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas trop associé ça à Guy Ritchie, c'est vrai. Moi, perso, j'ai été assez déçue par ses derniers projets. Mais là, j'avoue que la série m'a vachement cueillie et j'ai trouvé ça hyper bien. Alors, au centre de l'intrigue, c'est la famille Harrigan, qui, du coup, est une famille de mafieux londoniennes. Le patriarche, enfin, anglaise, je sais même pas si je suis pas sûre que ça se passe à Londres, ça se passe en Angleterre, mais pas nécessairement à Londres. Le patriarche, Conrad, donc j'ai joué par Pierce Brosnan, qui est... Alors, c'est pas un acteur que je porte particulièrement dans mon cœur. Je le connais surtout pour son rôle de James Bond et dans Mamma Mia. Mais là, honnêtement, il m'a bluffé. Il est magistral. Il joue un chef ultra charismatique, usé par le pouvoir et dont l'influence est en plein déclin. Il est marié à Hélène Mirren, du coup, qui incarne Maeve, et elle aussi, pour le coup, elle est toujours exceptionnelle dans tous ses rôles, mais là, particulièrement, elle est vraiment jouissive, que ce soit par son jeu et par les dialogues qui ont été écrits pour elle. Ils ont 3 gosses qui sont tous adultes et qui vivent évidemment chacun avec une pression monstrueuse de devoir prouver à papa et aussi à maman pour le coup, parce qu'elle a un rôle important dans la série, dans la famille, qui sont à la hauteur. Et donc tout ça, ça rend les repas de famille un petit peu particuliers. Et au cœur de cette série, on retrouve aussi et surtout mon petit amoureux Tom Hardy, que j'étais contente de retrouver enfin dans un rôle autre que Venom, parce que ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas fait un truc super quali. Et donc Tom Hardy joue en fait le rôle de Harry D'Souza, qui est un peu le fixeur de la famille, donc c'est celui qui règle les problèmes quand ça part en vrille.
Alors, Harry, il est pas juste bourrin, il joue bien sûr cette espèce de gros pas content qui fait la tête et tout, mais il a aussi ses propres dilemmes parce qu'il a une famille, il est hyper touchant, il est hyper violent aussi, et il est accompagné aussi de sa femme Jan, qui est jouée par John Fogerty, qu'on connaît surtout dans Downton Abbey, et qui elle pour le coup n'a rien à voir avec toutes ces histoires de mafia. Elle veut rien savoir du job de Harry, et ils ont une fille tous les deux, et elle pour le coup voilà, elle apporte un autre point de vue qui montre comment en fait la mafia c'est pas juste la famille qui est impactée, mais aussi des vies qui sont détruites autour de tous ceux qui gravitent autour de tous ces business. Et en face de tout ce petit clan, donc le clan des Harrigan, il y a le clan Stevenson, dont Richie, qui est la némésis de Conrad, est interprété par Jeff Bell. Alors lui, on l'a déjà vu dans pas mal de films de ce style, il joue toujours un peu les Anglais, vieil Anglais, bien bourrin aussi. Et donc ce qui était au départ des espèces de tensions historiques entre les deux clans va se transformer là vraiment petit à petit en guerre ouverte, notamment parce que Conrad, qui devient vieux et probablement sénile, est devenu complètement cinglé. Et donc, tout va partir en vrille, l'empire familial, la réputation, la loyauté, le business, tout ce qui tient un peu, tout ce qui fait tenir les mafieux en place. Moi, j'ai vraiment... Alors moi, je suis pas trop dans les histoires de mafia, c'est pas un truc qui m'anime. J'ai vu Le Parrain très tardivement, j'ai vu Les Sopranos aussi très tardivement. C'est pas un genre de prédilection. Et là, pour le coup, j'ai vraiment adoré. Alors déjà, en plus de Tom Hardy, faut dire que je suis allée pour voir la série parce qu'il y avait Tom Hardy, mais c'est aussi surtout parce que c'est pas juste une guerre de gang et on se prend vraiment au jeu dès le premier épisode. Ça parle en fait surtout de famille, ça parle de survie, il y a des gros dilemmes moraux pour chacun des personnages. Il y en a aucun qui est complètement bon ou complètement mauvais, c'est hyper gris et du coup c'est captivant parce que on a envie de comprendre un peu leurs choix, on les approuve pas forcément. Et c'est vrai que j'ai fait un parallèle, j'en parlais avec des potes, j'ai fait un peu un parallèle avec Succession, parce que pareil, on s'attache vachement aux personnages, on comprend pas leurs choix, on les déteste et en même temps on les adore. C'est un peu la même chose avec cette famille. Et là en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on parle vraiment de la mafia crasse, à l'anglaise, en mode gros survêt, gros muscles, vraiment loin de l'image du mafieux italien, cheveux gominés et tout. Et du coup, c'est aussi hyper violent parce que guerre de gang, il y a aussi plusieurs familles de mafia, il y a des Turcs, il y a du trafic de drogue, donc il y a aussi des cartels, il y a des Marocains, et donc voilà, donc c'est aussi très proche de soi, beaucoup plus que ce qu'on peut en fait voir habituellement dans les films de mafia qui sont un petit peu fantasmés. Et j'ai vraiment adoré ce côté-là. Et l'autre gros point fort de la série, on va dire le troisième, parce que le premier c'est quand même le casting qui est exceptionnel, c'est la bande originale. Gros point fort, le générique est signé Foundance DC. Moi je connaissais pas du tout ce groupe, et quand j'ai écouté, j'ai fait le lien avec Mobland. La musique originale, elle est compensée par Ilan Eshkeri et Matt Bellamy, le chanteur de Muse, et donc évidemment ça envoie. Et puis surtout ils utilisent vraiment des titres hyper cultes qui vont très bien. Il y a des scènes d'action qui sont très très bien foutues pour le coup, qui sont pas trop stylisées non plus, et donc on s'amuse bien. Et il y a pas mal de morceaux, notamment du Prodigy, des choses comme ça qui rajoutent un petit peu ce côté crasse et ce côté percutant aux scènes. Alors c'est pas du tout une série qui réinvente le genre, mais c'est une version assez moderne, j'ai trouvé. C'est une bonne histoire de mafia, une bonne ambiance aussi un peu à la Peaky Blinders. Et surtout, on s'y accroche dès le début, quoi. On a envie de déguster ça avec un petit fish and chips. Voilà, si vous aimez Tom Hardy, déjà, first choice. Si vous aimez les univers un peu sombres, les intrigues familiales, il y a beaucoup d'humour. Il y a aussi beaucoup d'humour dans la série, malgré tout ce qui s'y passe, parce que c'est quand même très violent. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est très jouissif, parce que les persos, ils sont à croquer, quoi. On les adore. Et voilà, donc allez regarder ça. C'est la saison 1 qui est dispo, là, sur Paramount+. Et je crois que la saison 2 est prévue pour l'année prochaine. Et vraiment magistral. Honnêtement, moi, c'est mon coup de cœur de l'année avec The Pitt et Empathie. C'est vraiment mon top 3 2025, quoi. Tu m'as fait penser à une autre série il y a eu 2 saisons, je crois. C'est avec Pierce Brosnan, c'était The Son.
où Pierce Brosnan, c'était sur une famille, c'est une espèce de western un peu à la... comment ça s'appelle le truc qu'on a eu dernièrement merde, Le truc je sais avec plus. Kevin Costner, là. Ouais. Ah oui. Yellowstone. Yellowstone, voilà. J'ai vraiment eu un trou de mémoire. Mais The Sun, je trouvais ça... en fait, c'est une série, pour être franc, quand j'en ai entendu parler, j'avais été attiré par elle, parce qu'en fait, juste pour un des visuels de marketing où en fait on voyait Pierce Brosnan vraiment avec la moustache un peu en guidon comme ça, la barbe blanche et tout ça. Je fais putain, qu'est-ce qu'il a la classe. J'ai juste envie de regarder pour voir pourquoi il a la classe, quoi. Et finalement, la série était très classe. Ok, mais franchement, je te dis, hein, moi, Pierce Brosnan, là, je l'ai découvert. Ah ouais. Il est détestable et il est génial. Enfin. En plus, il joue un gros Irlandais, parce que du coup, c'est un patriarche... Irlandais ou écossais ? Irlandais, je crois. Et du coup, il est vénère de ouf. Il est horrible. Et en même temps, il est génial. Franchement, rien que de m'écouter, j'ai envie de re-regarder la série. Je me suis auto-convaincue de la revoir. Et franchement, je pense que je la reverrai avec plaisir, parce que, honnêtement, j'ai tellement pris du plaisir devant que, comme The Pitt, je pourrais me refaire la saison 1 avec plaisir, quoi. C'est cool. Et est-ce qu'ils ont des accents horribles ? Ils ont tous des accents horribles. Et puis alors en plus, ils ont des gros accents bien vénères. Et puis j'en ai pas parlé, mais il y a aussi Toby Jones qui joue... parce qu'il y a aussi des flics dans l'histoire, évidemment, donc avec une enquête, des gens qui essayent de les piéger depuis longtemps, blablabla. Et c'est ça son nom, c'est Toby Jones, le petit acteur là. Et qui joue en plus un flic... un rôle hyper ambigu, vieux keuf qui essaye de les choper depuis super longtemps, qui essaye d'expliquer un petit peu aux petits jeunes comment faire et tout. Mais par contre, c'est d'une violence. Moi, il y a des scènes où je me suis dit, waouh, ah ouais, tu t'attends pas du tout à ce qui va se passer. C'est vraiment des uppercuts dans la gueule. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi. C'est vraiment ce côté genre, pas vraiment. J'aurais de revoir. Ah ouais, faudrait que je vois où c'est disponible chez nous, parce que Paramount en Belgique, c'est un peu compliqué. Ah oui. Oui. Par contre, ce qui n'est pas trop compliqué, et on vient d'en parler rapidement, mais chez Disney, il y a Only Murders in the Building qui est débarqué il y a une semaine, deux. On n'a pas commencé, nous. Vous n'avez pas commencé, donc On a une saison de retard. Juste pour dire, mais je pense que ça... Attends, est-ce qu'on le voit à la fin ? Ça va être chaud de pas spoiler. Moi, si c'est pour moi que tu dis ça, vas-y. Hein, non, c'est pour tout le monde en fait. Hein. Bah, nous, on va regarder cette semaine si tu veux qu'on débriefe. Je pense qu'on va commencer cette semaine. On pourra débriefer à ce moment-là, parce que moi je suis. Débriefer la semaine pro. Je suis super en fait, content de Only Murders in the Building, maintenant, ils ont un défaut, c'est qu'ils reprennent le casting de fin de saison dans la saison suivante. Donc, automatiquement, quand tu vois le casting, t'as un peu spoilé quand même. Ouais. Oui, d'autant plus qu'ici, effectivement, il y a un lien direct avec la dernière saison. Parce que comment ça se termine, c'est pour ça que j'ai du mal à dire, si je le dis, ça spoil deux trucs d'un coup. Mais bon, par contre, niveau ils se font plaisir niveau invité aussi, niveau personnage, il y a quand même... on avait déjà eu Meryl Streep, mais il y a Christophe Waltz qui est là, Renée Zellweger, Bobby Cannavale, Keegan Michael Key, qui était Théa Leoni. J'étais surpris de voir arriver. Elle est encore en vie, elle ? Oui. Oui. Et tu verras, il y a... On parle de mafia. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Sinon, j'ai refait beaucoup de jeux aussi. En dehors des jeux, il y a un single qui est sorti vendredi dernier, c'est-à-dire donc le 19 de la chanteuse Holly Brune. Je ne sais pas si vous connaissez, qui fait du R&B un peu smooth comme ça, vraiment avec une voix très douce et très sensuelle, et c'est City Lights. D'ailleurs, si vous regardez la story qui annonce le live de ce soir, c'était la musique que j'ai mis, parce que elle tourne en boucle. Dès qu'il y a un single qui sort d'elle, en gros, c'est en boucle. C'est très classe, et ça invite au voyage. Mais sinon, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai fait moi ces dernières semaines ? J'ai commencé avec ma plus grande, les Star Wars, parce que ça fait un moment qu'elle voulait voir Star Wars. Donc j'ai dit, écoute, ouais,
Moi j'ai dit bon, c'est pour te faire plaisir parce que globalement ça me fait un peu chier Star Wars, faut bien l'avouer. Voilà. Le premier, ça a pas loupé, je me suis endormi. Mais bon, elle l'a vu. Le second, c'était un peu mieux, mais c'est pas fifou. Mais bon, voilà, elle s'ennuyait aussi un peu, puis elle a été contente dès qu'elle a vu la scène qu'elle attendait. Elle savait un truc non, je suis ton père. Elle voulait savoir pourquoi on dit ça, pourquoi il y a cette blague-là. Elle l'a vu, et voilà, elle fait tu t'y attendais? Non, mais en gros, c'est toujours oui, ok. Voilà, mais Vu et son tape. ben ouais, on va continuer parce que voilà, elle a envie de les voir et très franchement, si ça permet d'aller revoir Rogue One, ça me va très bien parce que c'est le seul qui est vraiment bon dans tout ça. Mais bon, ça ce n'est que mon avis par rapport à Star Wars. Mais dans l'autre côté, j'ai fait donc des petits jeux, une démo qui s'appelle Roadside Research, qui est, je pense que tout le monde a vu sur Twitch les Supermarket Simulator, hein, le truc où en gros on gère une boutique. Mais imaginez que là en fait vous êtes un alien arrivé sur Terre qui reprend une station-service avec sa boutique et qui en fait va mettre de l'essence, va vendre des trucs aux gens, mais en même temps il va devoir renvoyer des informations, de l'ADN et des infos au vaisseau mère au-dessus sans se faire repérer par le FBI et les gens. Donc il faut pas de soupçons. Donc, en gros, c'est quand même trop spécifique pour pas que ce soit vrai. Je pense que c'est inspiré d'une histoire vraie. Alors, vous tapez Roadside Research, vous verrez l'image titre du jeu. C'est des bonhommes, des petits bonhommes verts, bleus, etc., qui, comme seul déguisement, ont un bout de papier avec un visage vaguement dessiné dessus pour se faire passer pour un humain. Voilà. Et en gros, la démo en soi, elle te permet déjà bien d'essayer le jeu, parce que je crois que j'ai déjà joué presque 2 heures rien qu'avec la démo. Peut-être à un moment donné, il va falloir que je passe à la caisse quand même. Voilà. Où tu passes ton temps à aller gérer tes stocks, etc. Donc ça reste comme ça le truc, mais en plus de ça sur le côté, tu dois faire attention à ce que ce soit bien propre. Et tu dis propre, oui, parce que les gens salissent. Ouais, mais il n'y a pas que les gens. Il y a toi aussi qui salis, parce qu'ils disent, parfois, ça arrive que tu goupes. Donc en gros, tu chies un truc vert par terre, mais il faut absolument pas que les gens le voient, parce que si les gens le voient, ils vont te soupçonner. Et s'ils te soupçonnent, il y a les agents du FBI qui arrivent, et là tu dois être super calme, sinon tu te fais choper. Donc voilà, c'est juste débile. C'est un jeu de simulation de gestion d'une boutique, mais avec un côté un peu débile. Sinon, truc très fun, pas cher, pas récent non plus, mais on s'est bien marré avec mes 2 filles ce week-end, c'est Boomerang Foo. Donc Foo, F-U, hein, voilà. J'y ai jamais joué. Ouais, je sais pas, on a essayé de jouer avec le truc décalé. Ah oui, c'est vrai, le Steam Together. Ouais, le Steam Together qui marchait pas. Mais là, on a joué en local, parce qu'on peut jouer jusqu'à 4 en local, et en gros, tu incarnes soit une pastèque, une tasse à café qui a l'air d'être droguée, des petits personnages comme ça, tout mignons, qui vont lancer un boomerang, et le but, c'est d'aller casser ou couper en deux l'autre personnage, de façon très cartoon et rigolo. Mais il y a aussi plusieurs modes de jeu, dont un mode de jeu qui s'appelle le cache-cache. Et donc en gros, c'est simple, il y a un personnage, un des joueurs qui doit à un moment donné fermer les yeux pendant que les autres vont vite se cacher dans la carte. Ils se transforment en un élément du décor. Et puis tu as 10 coups de boomerang pour essayer de trouver les autres, et aussi un certain temps. Et donc c'est assez rigolo de voir que les gens commencent à stresser dès que la personne s'approche de soi. Ça, c'est pour moi, c'est pour ma gueule. Et puis tu commences à bouger, et tu as une espèce de petit pot de fleurs qui commence à bouger, et comme ça sautiller sur le côté. Voilà, on a beaucoup rigolé. Boomerang Foo, ça je le conseille. Et sinon, il y a Skate, qui est en Early Access, qui est gratuit, qui est sorti le 16 septembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox. Et c'est le retour de la série de Electronic Arts de jeux de skateboard en monde ouvert. Et en fait, c'est ce que j'attendais, quoi. C'est le jeu monde ouvert avec des petites missions à faire, puis aller jouer avec les autres en ligne. J'étais très content de la playlist aussi, parce que c'est ça qui est génial dans le genre de jeu, dans les jeux de skateboard en général. La playlist, c'est toujours bien cool, hein. Les Tony Hawk sont passés déjà par là. Mais quand tu lances le jeu, la première musique que tu entends, c'est Midnight Express de Giorgio Moroder. J'ai dit,
ok, là ils m'ont chopé. Il y a juste eu quelques notes, c'est bon, ils m'ont chopé. Puis j'ai créé un personnage qui a un petit short rose, un casque et un Marcel, et j'essaie de ne pas me casser la gueule. Parce que faut faire les tricks avec les sticks analogiques. Donc tu as un certain sens de stick, ça te fait un trick plus un autre, machin, et tu dois essayer de les enchaîner. Et ils ont Je pense rajouté que aussi... si je dis cette phrase à ma mère, elle comprendra aucun mot. Tu dois faire les tricks avec les sticks et l'analogique. Voilà, donc tu dois faire les trucs avec le skateboard, tu sais, là, les petites manipulations. Pense à nos auditeurs seniors qui nous écoutent. Ils joueront pas à skate. Quoique, juste pour mais ils nous écoutent. Ouais. Comment on pourrait appeler ça en français, le stick analogique? Putain, merde, je sais pas. Le bouton. Ouais, c'est pas un bouton, c'est un le bâton. bouton de la manette. Un levier. Levier, c'est bien. Tant que je commence pas à traduire comme dans le jeu de hockey, quand tu veux attraper le puck, c'est l'harponnage de la rondelle. Et ça me fait toujours beaucoup rire. Titre. Et c'est comme ça qu'ils disent au Québec. Hein. Ils ont harponné de la rondelle. Voilà. Ah, mais je pense que le Québécois est un titre géant. Exactement. Bon, bref, voilà. Et ils ont rajouté aussi un petit truc qui est sympa, c'est que quand tu n'es pas en skateboard, tu peux grimper sur absolument tout et essayer d'aller trouver des endroits pour pouvoir faire des super manipulations, des super coups partout dans tous les sens et essayer de rigoler. Et puis même de temps en temps, juste sauter dans le vide pour voir ce que ça fait. Et en fait, tu planes jusqu'à faire « oui », ça fait bobo. Mais on sent aussi le côté, vu que c'est gratuit, forcément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière, il y a des Season Pass, il y a des trucs à acheter, que tu peux gagner avec les trucs que tu gagnes dans le jeu, mais globalement, voilà, c'est comme Fortnite, etc. Mais c'est pas une mauvaise idée, hein. Ça permet à ce qu'il y ait plus de gens qui y jouent. J'espère pour eux que ça tournera bien. En tout cas, moi, les quelques dizaines de minutes que j'ai passées dessus, j'ai bien rigolé. J'ai juste envie d'y retourner, donc c'est de genre un bon signe. Puis comme je disais tout à l'heure sur WhatsApp, c'est gratuit, donc ça me va. Ça me va très très bien. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. C'est déjà une semaine bien chargée pour tout le monde. Et donc on rappelle, il y a Moon niveau cinéma qu'on peut regarder encore pendant 9 jours sur HBO Max. On a Mobland sur Paramount+. On a The Swimmer qui, là, c'est débrouillez-vous en DVD ou en VOD parce que globalement, c'est pas sur les plateformes. On t'entend pas, tu es en mute. Olivier, on ne t'entend pas, tu es en mute. Exactement. Voilà. C'est vrai. C'est exactement le cas, j'étais en mute. Oui, je disais, mais comme personne m'entendait ou ne m'écoutait. Vous disiez sur le live, peut-être Comme le perso dans le je disais que c'était un film qui était depuis longtemps dans ma watchlist et qu'au bout d'un moment, j'ai essayé par tous les moyens de le voir de manière légale. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai téléchargé parce que... Alors qu'on peut le louer sur iTunes et sur Amazon. Hein. Ah bon? Première nouvelle. Alors moi, ouais. Ah bon? Et bah voilà. C'est grave drôle. Ah bon? Quand j'ai tapé pour chercher si c'était sur une plateforme, c'est Peut-être en Belgique, par contre. Peut-être qu'on l'a pas en France. Ah, ouais, ça, par contre, ça, je... bon? On va regarder sur Just Watch. Non mais ça change tellement souvent ces trucs-là que... Ouais, comme le fait, voilà, je sais qu'en France vous avez pas, mais Superman, le dernier Superman est déjà sur HBO Max en Belgique. Oui, mais nous on a la chronologie des médias, tu sais, pour défendre le cinéma. La chronologie des médias. Écoute. Utilisez un VPN, comme ça vous pouvez vous connecter en Belgique. Et vous avez la Formule 1 gratuite. C'est vrai. On n'est même pas sponsorisé. On lui donnait de l'argent à Bolloré. Voilà, tout à fait. Bon, bref. Oui. Il est sur la Cinétech maintenant, mais il y était pas avant. Ah, bon, voilà. Donc, comme ça, vous le savez. Ça change tout le temps. Ouais, ça change tout le temps. Ouais, je le vois sur Prime éventuellement, mais en achat. Prime, c'est pas sûr parce que ça change tout le temps aussi, c'est pareil ça. Ah, cherchez-vous. Des fois ça dit que ça y est, puis en fait ça y est pas. Ouais, après vous allez sur autre chose. Hein, un peu comme Macron, quoi. Nous allons terminer sur cette bonne phrase.
Voilà. Sur cette bonne phrase, et surtout on arrive au point où on va entendre R2D2 qui crie, et dès que je l'ai entendu crier plusieurs fois dans les films que j'ai regardés avec ma fille, à chaque fois j'attendais le Bon Jovi qui était avec. Et malheureusement, il n'arrivait jamais. Mais il n'arrivait jamais, je fais merde. Je commence à avoir un réflexe. Bref, merci à vous trois de m'avoir accompagné pour cet épisode 43. Un épisode donc bien Et chargé non pas en un présentation. épisode 49.3. Allez. Non. Voilà, on Je va m'arrête. vraiment terminer là-dessus. En tout cas, vous êtes une bonne semaine, une bonne écoute, de bonnes trucs culturels, et puis surtout, Bonne Jovi. Bon Jovi. il veut pas. Bon Jovi. Et Bon Jovi. Ah, il veut bien. Bah, attendez-moi. Je vois des R2D2 qui sont morts.